Bonjour docteur, actualité oblige. Hier devait se poursuivre l'audience relative à Kassory Fofana devant la CRIEF, mais on constate qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée par ses avocats. Quelles peuvent être les conséquences? D'abord, qu'est-ce qui motivera une telle demande des avocats selon vous, et quelles peuvent être les conséquences sur le procès? Qu'est-ce qui motivera les avocats sous cet angle? En réalité, c'est du droit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, avec la pyramide des normes de Kelsen. Et la Constitution est au sommet. Actuellement, bien vrai qu'on n'a pas une Constitution, disons, qu'on peut considérer comme normale, mais nous avons une mini-constitution, la charte de la transition. Et au-delà encore, il y a ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et à travers cela, respectant la hiérarchie des normes, s'il y a un texte inférieur ou un agissement d'une autorité qui violerait le contenu de la Constitution, effectivement, l'avocat n'a que cela pour soulever devant le juge. Le juge... Pour vous, quel pan de la Constitution a été violé par la CRIEF selon les avocats? Bon, là, sur ce point, je n'ai pas maîtrisé cette demande d'inconstitutionnalité. Je n'ai pas en réalité suivi. Mais ce qui reste clair, lorsqu'un avocat soulève, parce que nous avons ce qu'on appelle le système du contrôle concentré, le système du contrôle de constitutionnalité concentré. C'est un seul juge qui est compétent, différent des États-Unis où tous les juges ont une compétence pour contrôler de la constitutionnalité. Les avocats de l'ex-premier ministre évoquent l'article 733 du Code de procédure pénale. Et dans ce même ordre d'idée, vous avez vu, ces avocats même ont, récusent la CRIEF. Est-ce possible? Oui, effectivement, c'est possible de faire une récusation et en invoquant un article du Code de procédure pénale, c'est une loi. Cette loi étant inférieure à la Constitution d'abord est obligée ou est dans l'obligation en réalité d'une conformité à la Constitution, le texte supérieur. Quelles conséquences? La conséquence, c'est parce qu'il était prévu hier les plaidoiries et réquisitions. Maintenant, le juge n'a pas, le juge sur lequel on soulève cette exception n'a pas de choix. En réalité, il n'est pas compétent. C'est une question qu'on appelle en cas de récusation de la CRIEF. Mais c'est deux aspects différents. Deux aspects différents. L'exception d'inconstitutionnalité et la récusation. Ouais. En réalité, quand on soulève l'exception d'inconstitutionnalité, ici, l'objectif, c'est de faire en sorte que le juge puisse se prononcer. L'article qui a été évoqué pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité va conduire au juge saisi de répondre. Mais il se trouve que le juge saisi n'a pas compétence en la matière. La compétence est dévolue exclusivement à l'heure-là à la Cour suprême parce qu'il y a eu transfert de compétences de l'ancienne juridiction constitutionnelle à la Cour suprême. La conséquence est que seule la Cour suprême est compétente. Le juge saisi n'a pas une compétence pour se prononcer. Que va faire ce juge? Parce qu'il est obligé, avant de continuer son procès, de répondre à la question des avocats. Admettons que la Cour suprême rende sa sentence pour dire que vraiment la récusation est approuvée. Maintenant, l'ex-premier ministre sera jugé par quelle cour ou tribunal? Non, c'est pourquoi je disais tantôt, entre la récusation... On parle bien entendu de la récusation. Admettons que la Cour suprême récuse ou bien accepte la récusation de ses avocats. Maintenant, l'ex-premier ministre sera jugé par quel tribunal ou par quelle cour? La récusation va concerner un juge. C'est un magistrat qu'on peut récuser. Par l'institution. Par l'institution. On dit par exemple que tel magistrat, pour des questions de soupçon de partialité, parce que encore une fois, le juge est encadré par ce qu'on appelle l'impartialité. Le juge, c'est une autorité neutre. Mais dès lors qu'on soupçonne, parce que dans un procès, c'est deux parties. Lorsqu'une partie, et le principe du contradictoire et l'égalité des parties sont des principes sacro-saints de la justice. À partir de cet instant, si on considère qu'un des magistrats, on suppose qu'un des magistrats peut, dans son intervention, être partial, supporter une partie, on peut le recuser. À partir de cet instant, ce magistrat-là sera dans l'obligation de céder. D'ailleurs, même si on juge, moi par exemple, je suis magistrat, il y a un des membres de ma famille qui est jugé. C'est moi-même qui va désister en personne pour éviter un recours en récusation. D'accord. Donc il y a une différence. D'accord. En parlant toujours de cette récusation, je vous pose la question en tant qu'universitaire, mais aussi en tant qu'avocat inscrit au barreau de Guinée.
votre regard sur la compétence des juges qui siègent à la CRIEF. Votre regard. Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment compétents pour connaître ces infractions qui sont spécifiques? Je veux parler ici des infractions économiques et financières. Bon, là, vous me poussez à rentrer dans une question d'appréciation de la qualité des magistrats. Ouais. En tant qu'universitaire. Et surtout avocat. Oui, surtout avocat. Mais là, il y a un point qui est très sensible que vous demandez. C'est comme si vous me demandez de vous apprécier vous-même, monsieur Mahomi. Qualifier. Bon. Je ne vous demande pas de qualifier les auxiliaires de justice qui interviennent dans les procès, mais de la cour. Donc des juges qui y siègent. Ok, je comprends votre inquiétude. Mais il se trouve que dans cette juridiction, il y a des magistrats, encore une fois, aguerris, rompus à la tâche. Docteur, sans langue de bois, est-ce qu'ils maîtrisent cette catégorie des crimes, des infractions, qui sont les infractions économiques et financières? En matière pénale, comme nous l'a dit Portalis, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a que des textes. Des textes, et en matière pénale, ce sont les textes en réalité qui déterminent des faits incriminés. On dit par exemple, si monsieur tel a détourné une somme de 1 milliard, il peut être sanctionné à une telle peine. Que va faire le juge? Il détermine, est-ce que, sur la base des débats qui vont se poser, est-ce que réellement tel monsieur a détourné 1 milliard? Si le monsieur a détourné les 1 milliard, il se prononce. Donc, il n'y a pas en réalité une question. Quand je vous dis que ce sont des magistrats aguerris, je connais en personne certains d'entre eux avec lesquels, oui, je connais des magistrats qui sont là-bas avec lesquels je discute ou on sympathise. Alors, une question spécifique, hein, toujours autour des infractions criminelles et financières. En la matière, c'est vrai que naturellement, le parquet a l'obligation, qui poursuit, a l'obligation d'apporter les preuves. Mais est-ce que les accusés aussi n'ont pas l'obligation de justifier leurs avoirs, pour lesquels d'ailleurs ils sont poursuivis? Mais bien sûr, ils ont cette obligation de justification. D'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez même, il y a la charge qui est renversée en la matière. Quand dès lors qu'on détermine devant ces juridictions-là, on pose à la personne accusée, disons, d'essayer de justifier ses avoirs. Et sur la phase de l'instruction, parce que c'est une juridiction également, où il y a une phase d'instruction, où il y a des juges d'instruction, donc qui vont essayer de faire des investigations, des enquêtes sur cette base. Et c'est... Oui. Oui, voilà. Il y a certains qui parlent de, de justice 2 poids 2 mesures au niveau de la CRIEF. Dans le dossier, par exemple, Amadou Damarou Camara, l'affaire des 15 milliards, on a vu Michel Kamano qui a bénéficié d'une liberté provisoire. Il est à l'étranger. Djenab Kamara, la même chose. Mais par contre, c'est lui qui est malade, alité. Amadou Damarou Camara, lui, ne bénéficie pas. Est-ce que mais si le degré de soupçon, attention, parce que les personnes aussi, certaines personnes sont placées sous contrôle judiciaire. Donc, elles ne sont pas en prison. Mais il y a d'autres personnes, sur la base des preuves que détient le juge, il peut décider de placer la personne sous mandat de dépôt. Il y a une question de vie. On dit que la justice aussi est humaine. Attention, la justice, elle est humaine. Oui. Mais est-ce que les magistrats également ne sont pas partis pour s'enquérir de l'état de santé dont il est question? Et s'il s'avère que l'état de santé... Vous savez, l'avocat... Je suis, comme vous l'avez dit, avocat. L'avocat défend les intérêts de son client. Et il passe par des moyens pour pouvoir faire sortir son client. Mais on a vu Damaro à l'hôpital quand même. Même le ministre de la Justice est allé lui rendre visite. Il a dit que ses pieds étaient enflés. Mais le fait que des pieds sont enflés, cela peut-il justifier que vous sortez de prison, surtout si vous êtes... Mais Djenab Kamara, ce qui est évoqué là-bas, on dit que c'est pour des raisons de famille. Raison de famille et raison de maladie. Selon vous, qu'est-ce qui pèse sur ce point, moi j'ai suivi la dame là même intervenir, mais il n'y a pas une question de maladie ou de santé, parce qu'elle s'exprimait très bien, elle était bien arrêtée, mais... Oui, mais elle pour des raisons de famille. Pour des raisons de famille. Ouais. Pour des raisons de famille, c'est-à-dire la CRIEF de répondre. Voilà. De toutes les façons, c'est-à-dire... Ce qu'on veut mettre en exergue ici, c'est quoi, docteur? Du 2 poids 2 mesures. Voilà, c'est dans la logique où Djenab a été autorisé de partir rendre visite à sa famille de l'autre côté, pendant que certains qui sont malades, qui font face à la justice... Autorisé de rendre visite à sa famille. Mais est-ce qu'elle était placée sous mandat de dépôt? Encore une fois, il faut déterminer. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'es pas placé sous mandat de dépôt et que tu as des intérêts ici, est-ce que, personnellement, toi-même, tu te reproches de rien? Tu peux demander
une autorisation de sortie. D'accord. Docteur, on va parler d'un autre sujet, notamment la suspension de la participation de la Guinée au sein de l'OMVS. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences? Mais avant, est-ce que les motivations de l'État guinéen sont vraiment justifiables? Bon, oui, sur ce point, vous-même, vous dites que c'est l'État guinéen, en réalité, qui demande de suspendre sa participation. Encore une fois, il ne faut pas inverser. Ce n'est pas l'organisation qui a suspendu la Guinée, parce que la suspension étant une sanction. Mais là, c'est l'État lui-même qui a demandé à à suspendre sa participation. Et les raisons, comme vous l'avez dit, également, sur ce communiqué, on l'a vu tous, c'est que l'OMVS, qui est une organisation internationale de coopération, est une organisation qui intervient sur un domaine technique, oui, sous-régional, parce que le nombre d'États membres, c'est 4. Il y avait 3 au début, même si la Guinée était là dans les phases préparatoires en 1972 avec le traité de Nouakchott, mais la Guinée est redevenue membre, disons exactement, depuis 2006. Mais quand vous entrez dans une organisation internationale, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un contrat, parce qu'il y a un traité international qui est là, qui a servi de base pour la création de cette organisation. Et dans ce traité, il y a des droits des membres, mais également des obligations des membres. Mais à partir de l'instant où si vous répondez à toutes vos obligations, par exemple les cotisations annuelles, quand vous êtes membre d'une organisation, c'est ce qui va servir de recette ou de revenu à l'organisation. Vous avez des cotisations obligatoires à faire chaque année. Et vous le faites. Mais en retour, l'organisation, parce que c'est une organisation technique comme on l'a dit, l'OMVS, son objectif c'était la valorisation en réalité du fleuve et également fournir ou disons permettre un développement socio-économique des populations autour du fleuve Sénégal. Donc si la Guinée avait en réalité un projet en la matière et que ce projet-là n'est pas exécuté tel que défini, en réalité, la Guinée a également les conséquences de la suspension de la participation de la Guinée dans l'organisation. Quelles peuvent être les conséquences sur l'organisation d'abord? Oui, pour la Guinée encore. En réalité, je ne vois pas de conséquences ici sur la Guinée qui peuvent être négatives. Peut-être c'est un moins de pression, parce qu'encore une fois, il faut savoir que l'OMVS n'est pas une organisation d'intégration, à l'image de la CEDEAO, de l'Union européenne, entre autres. C'est une organisation de coopération. Il n'y a pas d'abandon de souveraineté. C'est en réalité même de l'interétatisme. Dans ces organisations internationales, le plus souvent, c'est juste une question, disons, d'amitié entre des États qui vont essayer de se réunir pour valoriser un secteur très technique. Alors, si vous pensez que cette suspension est une forme de pression que la Guinée voudrait exercer sur l'organisation, alors hier, dans le compte rendu du ministre Gawal, qui est porte-parole du gouvernement, il a été retenu pendant le Conseil des ministres que le projet d'aménagement du barrage de Koukountamba est érigé en projet d'intérêt national. Est-ce que la Guinée ne va pas vite en besoin? La Guinée ne peut pas aller très vite en besoin. En réalité, étant un projet d'intérêt national, et c'est une vérité, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est un pays qui a moins d'énergie. L'électricité manque dans notre pays, et surtout dans cette région foutanienne. Et à partir du développement de ce projet, en réalité, je pense si ce projet est développé et que l'État guinéen, par ses revenus, arrive à financer, ça va désengorger, ou disons même que l'électrification du Fouta deviendra, dans les jours à venir, une réalité. Parce que là, récemment, j'étais à la baie, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans cette ville, le courant est quasi... Alors, docteur, toujours nous allons rester dans l'espace communautaire. On va parler un peu de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui, avec ce changement à la tête de la conférence des chefs d'État, notamment le président nigérian qui prend la présidence de cette instance-là. Aujourd'hui, est-ce que nous pensons que les rapports entre la Guinée et la CEDEAO sont en train de se renforcer, ou bien les rapports s'effritent? Mais effectivement, les rapports sont en train de se renforcer dans la mesure où il y avait un émissaire qui était là, en la personne de M. Boniaï, qui est la personne qui était dépêchée, et dans ce cadre, il y a eu ce qui a été préparé avec lui. Est-ce que dans le cadre de ce canevas, il y a eu changement de la part de la Guinée? Je ne pense pas. Même s'il y a eu des
Oui, mais sauf qu'on constate que le président nigérian durcit le ton depuis qu'il a pris la tête. Et surtout aussi, lors de ce sommet, la CEDEAO a bien entendu regretté le fait que les jeunes n'acceptent pas de coopérer avec les médiateurs désignés de la CEDEAO. Mais pensez-vous que le médiateur désigné pour le cas de la Guinée n'a pas été écouté? Je m'inscris là dans une dénégation sur ce point. Et étant sur l'autre pan de votre question, vous avez parlé de hausser le ton. Hausser le ton dans quelle manière ou selon quelle forme? Dans la mesure où, même si vous êtes dans une organisation d'intégration, où encore il y a abandon partiel de souveraineté, oui, l'État reste souverain encore une fois. Et sur cette base, étant un État souverain, votre politique intérieure, c'est à vous de le déterminer, encore une fois. Et bon, souvent, j'entends les médias faire des interprétations. Il a haussé le ton. Vous savez, si je rentre dans le cadre de la scientificité ou en tant qu'universitaire, et d'ailleurs vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Maoumi, que le droit international est dit que c'est un catalogue de règles de courtoisie. Et ça, c'est connu de tous. C'est un droit où en réalité on peut hausser le ton. Moi, j'avais même entendu qu'au temps d'Alpha Condé, que certains gens étaient en train de magnifier qu'il y a le Parlement de l'Union européenne qui a menacé. Le Parlement de l'Union européenne a menacé la Guinée. Mais pour faire quoi après? Est-ce qu'il y a une armée européenne qui va venir en Guinée les imposer quoi que ce soit? Non, il a haussé le ton, mais hausser le ton, il se limitera là. Parce qu'il n'a pas autre moyen à imposer à la Guinée. Ouais. Sauf s'il rentre dans le dialogue. D'autant plus qu'il y a une éventualité de création d'une armée au sein de la communauté dans son projet qui lutterait contre les prises de pouvoir anticonstitutionnelles. Mais voyez-vous, même là où il y a les djihadistes, cette armée ou ces réunions-là ont des problèmes pour pouvoir régler ce point avec des armées, disons des terroristes qui sont mal organisés, à plus forte raison une armée nationale. Moi, je pense que cette situation, c'est juste de faire... parce qu'il vient d'arriver, il veut montrer en réalité qu'il a des ambitions autres. Mais ça ne dépasse pas ce cadre. Sacré docteur Sigo, il vient d'arriver. Donc, il veut simplement montrer sa présence. Nous poursuivons avec ce débat avec...